Laisse béton! Comment incarner la transition avec un grand T quand par votre métier et vos convictions politiques, vous êtes hyper conscient de l'urgence, mais aussi de l'absence de réponse politique appropriée. Pauline a choisi de devenir ce qu'elle appelle une artisane du changement en silence, par ses actions, localement. Maître de conférences à l'Université de Lyon, spécialiste des transitions, elle a quitté la région lyonnaise en 2020 pour un petit village de Saône-et-Loire. En toute transparence et avec une très grande humilité, Pauline se confie sur les joies et les difficultés de ce changement profond de vie, sur son rapport au temps qui évolue quand on décide de se mettre à l'écart de l'effervescence de la ville, mais aussi sur tout ce que l'on gagne en être quand on se sent enfin prêt à écouter sa voix intérieure. Une conversation à la fois honnête et engagée que je suis sincèrement heureuse de partager avec vous. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Amélie. Alors j'ai compris que vous aviez quitté Villeurbanne pour vous installer en Saône-et-Loire. Est-ce que vous pourriez me préciser tout ça ? Voilà, donc j'ai vécu longtemps en ville, donc j'ai aujourd'hui 41 ans et on va dire que ça fait une vingtaine d'années que j'ai parcouru différentes villes pour atterrir à Villeurbanne en 2010, enfin Lyon et puis Villeurbanne. Et donc je suis restée habitante urbaine, citadine, donc de 2010 à 2020. Année à laquelle j'ai décidé avec mon conjoint de partir m'installer en Saône-et-Loire, au sud de la Saône-et-Loire, dans une zone vraiment rurale dans son mode de vie, loin, on va dire, de la couronne, la très grande couronne autour de Lyon de périurbanisation. Okay. Et c'était un désir profond pour nous d'aller vers un mode de vie un petit peu différent du mode de vie citadin. Voilà. Vous disiez un mode de vie très rural. Est-ce que vous pourriez me le décrire ? Eh bien, un mode de vie rural, c'est-à-dire déjà avoir autour de soi des personnes qui ont des activités ancrées sur leur territoire, donc qui ne sont pas sujets aux mobilités quotidiennes vers la ville. Donc, on n'est pas sur des gens qui dorment dans ces villages pour aller travailler loin de chez eux. On a des activités qui se développent. C'est un rural très vivant avec de nombreuses activités économiques, que ce soit dans le milieu agricole ou dans le milieu des services ou du commerce. Donc il y a plein de choses qui se passent autour de nous et c'est intéressant de pouvoir faire partie de ce tissu social et économique. Et puis le mode de vie rural, c'est aussi forcément un lien à la nature environnante qui est plus prégnant, plus intense, plus quotidien. À chaque instant, on fait plus partie, en tout cas, on a la sensation de faire plus partie de cet environnement naturel. Ok. Vous parliez d'un désir profond avec votre conjoint de vivre cette vie-là. Comment se manifestait-il ? Est-ce que vous avez vous-même grandi dans un milieu rural ? Alors moi, j'ai grandi dans un milieu qui est à mi-chemin entre la périurbanisation et le rural. J'ai grandi en région parisienne, en Île-de-France, plus exactement en Seine-et-Marne, à proximité de Brie-Comte-Robert. Donc j'ai eu quand même la chance de grandir dans un milieu proche de la nature, avec des balades quotidiennes, hebdomadaires en forêt, la ramasse des champignons. J'avais la chance d'être dans une zone loin du béton, quoi. Et depuis que vous êtes enfant, vous vous dites que vous allez un jour retrouver cette vie-là. Est-ce que ça date de cette période-là, votre souhait, votre désir profond ? Je pense qu'à la fin de l'adolescence, j'ai fait des études qui m'ont amenée dans le milieu urbain. Donc j'ai, comme beaucoup de mes amis de l'époque, on est partis à la ville au moment de faire les études. Donc j'ai été attirée par l'attractivité de Paris pour aller faire mes études. J'ai continué à vivre à la campagne et à faire les allers-retours. Donc j'ai subi la périurbanisation. Et c'est des boires, hein, c'est-à-dire que les bouchons, la région parisienne et ses bouchons, les RER bondés, les grèves, en moyenne 3 heures de transport par jour quand même.
c'est énorme. Voilà, la dépendance à la voiture, voilà. Donc j'avais beaucoup les inconvénients finalement de l'éloignement de la ville, tout en n'ayant pas les avantages de la ville. Et puis de mes études m'ont conduite en Indonésie. J'ai fait un doctorat en géographie sur les questions des risques liés à l'eau dans la capitale indonésienne, Jakarta. Donc j'ai été amenée ensuite après Paris, enfin en parallèle de Paris, à vivre dans l'une des plus grandes métropoles mondiales. Ah ouais. Et à aimer ça en fait. J'ai aimé la ville, j'ai aimé vivre dans cette effervescence. La pollution, je la vivais quotidiennement, je la ressentais dans mon corps et pour autant j'étais subjuguée par toute cette fourmilière de vie. Et en même temps, petit à petit, un besoin grandissant de m'évader aussi de l'urbain. Et puis petit à petit, ma vie familiale a fait que je me suis un peu plus posée en région Rhône-Alpes. J'ai eu mon poste à Lyon en 2010. Je me suis posée petit à petit, j'ai eu un enfant et du coup, j'ai arrêté de voyager aux quatre coins de la planète dans les milieux urbains parce que j'étais beaucoup en milieu urbain. Et j'ai essayé petit à petit de réfléchir à mon mode de vie. Et puis, j'avais dans un coin de ma tête l'envie de m'éloigner un peu de toute cette effervescence après y avoir baigné et m'y être beaucoup inspirée et nourrie. Petit à petit, je me suis rendu compte que je ne profitais plus de l'effervescence urbaine et de la culture nécessairement et j'en subissais à nouveau les impacts. J'avais un besoin de sortir de la ville de plus en plus. Vous vous souvenez comment il se manifestait ce besoin-là ? C'était physique ? Oui, c'était l'envie, dès que j'avais un petit peu de temps, l'envie de prendre mon vélo et de sortir de Lyon pour aller à Miribel-Jonage. Donc voilà, c'était l'appel de l'extérieur, quoi, l'appel du grand air et le ressenti de devoir sortir du bruit, du béton, de la chaleur, de la pollution. La sensation d'un mal-être et d'un enfermement à rester en ville. Et pour autant, à une époque où je profitais aussi du milieu urbain dans le sens où j'étais plus dépendante de ma voiture, j'étais vraiment au cœur de la ville et j'ai pu développer aussi une accessibilité à certaines aménités. Prendre son vélo et en 20 minutes être au travail le matin sans subir les bouchons ou les transports en commun, avoir accès à des produits de qualité via les AMAP, ce qu'on a en ville, clairement. Et pour autant, voilà, j'avais ce besoin, cette envie de sortir. Le frein qui m'a empêché de réaliser ce rêve de retour à la campagne plus tôt, c'était la peur, en fait, d'être éloignée de mon travail et de ne pas pouvoir assumer autant de transport. Et puis aussi le fait que être dans une mobilité quotidienne pendulaire, c'était ma hantise de jeunesse aussi. Donc, j'avais pas envie de ça. Bien sûr. Ouais. Et en même temps, la période Covid a aussi permis de réaliser que des ajustements étaient possibles, qu'on n'était pas obligé de faire cette migration pendulaire quotidienne. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu bénéficier de ce départ et sans pour autant tomber dans une aliénation de la mobilité et sans avoir la sensation d'aller à l'encontre, à contre-courant de mes convictions écologiques et politiques, de devoir réaliser des transports supplémentaires. Disons que nous, la décision de partir à la campagne, on l'avait bien avant le Covid, c'était dans les tablettes. On savait que ça allait se faire, mais on se mettait pas plus la pression que ça. On savait que ça allait arriver dans les 2 ans à venir. Et puis le premier confinement, ça nous a mis un coup de pied aux fesses. Est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui ressemble à celle que vous imaginiez avant de quitter la ville ? Oui et non. Elle y ressemble parce que chaque jour, je m'émerveille de ce qui m'entoure et il y a toujours une nouvelle découverte qui s'offre à moi. Donc, il n'y a pas une seule journée où je regrette d'être partie et tout ce qui m'entoure ici me rappelle à chaque instant et à chaque moment de chaque saison que ça a un impact positif sur mon psychisme, sur mon bien-être. Ça me permet aussi de beaucoup de choses, comme une des choses essentielles que je recherchais, c'était de ralentir et de me poser les questions de la temporalité de ma vie. Donc ça, c'est clairement
quelque chose qui ressemble, même si je découvre, je ne m'attendais pas à toutes ces découvertes, mais ça ressemble en quelque sorte à l'idée que je me faisais de cette transition. Et en même temps, non, parce que on est surpris par un tas de choses, et puis tout ne se passe pas c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a des paliers, il y a des phases d'adaptation, d'intégration, de développement de son activité sur place. On n'arrive pas sur un territoire rural parachuté et tout de suite comme un poisson dans l'eau, dans un réseau déjà tissé. Il faut construire les connexions, en fait, et ça prend du temps. Et c'est pas parce que le puzzle intérieur se met en place facilement, parce qu'on répond à une aspiration profonde et on voit à quel point on a eu raison de répondre à cet appel, que le puzzle se met en place aussi facilement à l'échelle d'un territoire. Le territoire ne nous attend pas. Ouais, clairement, c'est sûr. Voilà. Vous parlez des surprises. Est-ce que c'est celle-là la plus grosse surprise, justement? Est-ce que c'est cette adaptation à mener dont vous parliez? Alors c'est passionnant et c'est hyper stimulant, hein, à côté de ça. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose c'est un défi de chaque jour, et je pense que c'est pour ça qu'une transition ne se fait pas en un instant. C'est pas parce qu'on a décidé de partir et d'arriver quelque part que l'on va du jour au lendemain transformer sa vie de A à Z. Donc il y a ce temps on s'apprivoise finalement. On apprivoise son territoire, on apprend à le connaître, on en découvre toutes les aspérités, toutes les rugosités, toutes les surprises, les bonnes comme les mauvaises. Et puis, d'un autre côté, le territoire nous apprivoise aussi. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une rencontre mutuelle qui se fait. Ça, c'est l'une des plus... c'est à mon sens, c'est l'un des défis les plus grands quand on arrive. Je pense qu'il y a d'autres choses. Enfin, là, il y a j'étais rassurée sur l'histoire des mobilités en me disant que j'arriverais à organiser ma vie professionnelle pour pouvoir télétravailler le plus possible. Ouais. Alors ça, c'est une des découvertes, c'est que les connexions Internet ont beau exister, ça ne permet pas toujours d'être présent à 100%. Elles nous permettent d'avoir cette conversation, mais ce n'est pas toujours aussi fluide, si j'ai bien compris. Voilà, on a de la chance. Aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas de vent, pas d'orage, pas de grêlon, ça passe. D'accord. Alors, j'ai eu, depuis décembre 2020, on va dire, aller sur la totalité, donc en un an et demi, 3 à 5 jours difficiles, où j'ai dû annuler des réunions ou aller sur le parvis de l'église pour tenter une conversation téléphonique. Ok. Avec mon parapluie, évidemment, quand il pleut, c'est pas évident. C'est ça, pour éviter la grêle. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que la mobilité, elle reste importante, elle reste plus importante. Je suis passée d'un mode de vie à prendre mon vélo pour tout faire dans mon quotidien, donc j'avais une empreinte écologique... je vais pas dire proche de zéro, parce que je prenais quand même ma voiture pour sortir de la ville. Oui. Mais on va dire qu'au quotidien, je ne me déplaçais quasiment qu'en vélo, et ce depuis le plus jeune âge de ma fille, que j'ai trimballé sur mon vélo sur des kilomètres et des kilomètres. Et puis aujourd'hui, même si j'essaye de reprendre mon vélo pour faire les petits trajets du quotidien sur le territoire, j'ai quand même besoin d'une voiture en permanence. Alors avec mon conjoint, on se donne des objectifs pour essayer d'optimiser. On prend pas la voiture si c'est pas indispensable. On essaye de mutualiser nos trajets pour aller à un endroit quand on a une liste de 5 ou 6 choses à faire, pas avant. On essaye de faire un peu de covoiturage avec nos voisins ou de se dépanner quand on fait des courses. Mais il faut réaliser que c'est sûr qu'on a une empreinte carbone qui a largement augmenté en arrivant. Et ça, même si on est conscient et même si on fait tout ce qu'on peut pour essayer de la réduire, on dépense beaucoup plus d'essence ici que ce qu'on dépensait à Villeurbanne, ça c'est clair. Ouais. Donc ça, c'est une limite qui n'est pas sans solution, mais qui mérite de s'y attarder, et ça prend du temps. Voilà, ça se fait pas en 5 minutes. Voilà. Et puis mes migrations pendulaires ont lieu. Alors ça veut dire qu'une fois par semaine, j'ai quand même réussi à bloquer sur 2 jours mes cours en présentiel. Donc là, je m'impose une présence au maximum auprès de mes étudiants. J'essaye de participer au maximum de réunions dans la mesure de mes possibilités. En revanche, je mutualise, c'est-à-dire que je vais une fois par semaine, je fais un aller-retour seulement par semaine, quitte à rester dormir sur place chez une amie.
quand je suis sur Lyon, pour limiter mon déplacement, voilà, au strict minimum. D'accord. Et tout ça prend combien de temps pour aller jusqu'à votre lieu de Je travail? mets porte à porte 2 heures pour aller au travail et 2 heures pour rentrer. D'accord. Ce qui me fait 4 heures de trajet sur la semaine, ce qui est certes plus important que... si on reporte ça sur le quotidien, je passais 40 minutes à 1 heure de vélo par jour pour aller travailler. Oui. Aujourd'hui, je passe 4 heures par semaine. Est-ce que vous marchez plus vite dans les transports en commun de Lyon que quand vous êtes chez vous? Alors ça, c'est un changement aussi. Juste avant mon déménagement, j'avais tendance à tout faire à toute vitesse. Je prenais jamais le temps vraiment des choses. Je courais en permanence. Je roulais vite sur mon vélo. Je marchais très vite dans la rue. J'allais toujours switcher d'un truc à l'autre en permanence. Depuis que je suis arrivée ici, alors je dis pas que je suis rééduquée à 100%, mais j'ai le sentiment de prendre davantage le temps. J'arrive à déculpabiliser lorsque mes tomates m'appellent et que je dois aller couper les gourmands, accrocher mes tomates au tuteur ou simplement prendre le goûter avec ma fille. J'avais tendance à le zapper, ça, à Villeurbanne, parce qu'il fallait tout faire très vite et que c'était l'heure et que j'avais réunion. Voilà. Là, ici, écoutez, ce qui ne se fait pas, ne se fait pas. Là, c'est l'heure du goûter. J'ai une belle occasion de passer un temps précieux avec ma fille. Je le fais. Et je pense que l'éloignement me permet aussi d'être moins happée dans le tourbillon, cette effervescence qui caractérise le milieu urbain. Votre fille a quel âge aujourd'hui? Elle a bientôt 9 ans. D'accord. Est-ce que pour elle aussi, c'est un changement qu'elle exprime? Oui. Le fait d'avoir quitté la ville? Alors, pas forcément de manière tout à fait positive, parce qu'elle a déménagé à 7 ans, donc à un âge où on a déjà tissé des liens forts avec ses amis en classe. Donc, elle a souffert de l'éloignement de ses amis. Et le fait de devoir aussi elle-même recréer dans sa micro-société de la classe des relations apaisées, de confiance. Donc, ça n'a pas été pour elle très facile, alors qu'elle est très sociable. C'est pas quelqu'un de renfermé du tout. Mais elle a eu du mal au début, ça s'est pas fait très facilement. Et elle a eu aussi le choc thermique du contact avec la nature qu'elle avait jamais eu. Elle est née à Villeurbanne, elle a jamais connu autre chose. Et même si je l'ai emmenée un petit peu en vacances à la montagne, elle a fait de la randonnée, elle avait été un petit peu confrontée aux éléments naturels, mais c'est pas du tout la même chose que d'y vivre. Et les premiers mois, ça a été c'était rencontre du troisième type, quoi. C'est vrai. Entourée d'animaux, personne autour. On a eu affaire à des petites terreurs nocturnes avec les cauchemars de limaces, escargots, coccinelles et araignées. C'est les pires, ceux-là. Et les lézards aussi, ça fait pour un petit enfant qui a jamais vu ça, c'était pas évident. Et puis petit à petit, on s'est entouré aussi d'animaux domestiques qu'on n'avait jamais eu avant. Et ça l'a beaucoup aidé aussi à vaincre, à surmonter sa peur des petits animaux. Et aujourd'hui, elle est transfigurée, c'est clair. Elle est beaucoup plus autonome aussi. Bon, c'est parce qu'elle a grandi, il y a de ça, mais il y a aussi le fait qu'elle s'est appropriée petit à petit son univers et elle a ses petites cachettes dans le jardin, elle a ses jeux, elle se raconte des tas d'histoires. Elle est très autonome dans sa façon de se comporter au quotidien, alors qu'à Villeurbanne, c'était très normé, 1 heure pour chaque chose. Elle avait sa petite chambre, mais voilà, elle était très dépendante de moi finalement pour sortir, aller faire des choses à l'extérieur, alors que là, elle est libre, elle fait sa vie, quoi. Elle se promène, elle va voir ses chats, elle va voir les chèvres, elle va voir. Et puis bon, elle réclame les copains, copines, mais ça se fait assez facilement. On a l'impression qu'une fois qu'on est à la campagne, on est loin de tout, loin de toute connexion avec les autres, alors que pas du tout. Le réseau est un peu plus distendu en termes de distance physique, mais il est tout aussi dense et riche au niveau social. J'aime bien l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, on apprivoise son territoire. Est-ce que vous pourriez me raconter une anecdote ou un moment particulier que vous auriez vécu depuis 1 an et demi
dont vous pourriez vous dire aujourd'hui, ah oui, à ce moment-là, j'ai vraiment eu le sentiment de commencer à approprier mon territoire? Alors sur le plan physique, moi je suis une passionnée de plantes, notamment de cueillette de plantes sauvages et de phytothérapie, qui est un autre pan de mes activités, on va dire. Ouais. Et donc au début, une de mes nombreuses motivations à venir ici, c'était de découvrir la flore sauvage et de me l'approprier petit à petit, de pouvoir l'utiliser en fait. Et au début, j'ai eu moi qui étais une grande marcheuse urbaine, donc je faisais des kilomètres tout le temps en allant marcher beaucoup. Tous les jours, j'allais marcher. Eh bien, je me suis retrouvée dans une peur en fait de me promener. J'étais avec des a priori de peur des animaux ou de peur des chiens errants ou voilà, et j'ai eu beaucoup de mal à sortir toute seule me promener, alors qu'en ville j'étais tout le temps dehors sur mon vélo ou à pied, mais je passais ma vie à me promener quoi. Et bizarrement c'était très frustrant parce que j'avais toute cette belle nature autour de moi et plein de chemins à découvrir, de belles plantes à aller cueillir, à respirer, à comprendre, à lire. Des nouveaux paysages à découvrir, et pour une géographe c'est fabuleux en fait de se retrouver plongé dans un nouveau territoire. C'est un bain de jouvence quelque part, on redécouvre des choses nouvelles, et en même temps j'avais cette espèce de peur un peu bête comme ma fille avec les animaux, mais moi c'était la peur du sauvage quoi, la peur pas du sauvage de l'homme sauvage, hein, la peur de la nature moins domptée par l'homme finalement, donc potentiellement plus dangereuse, peur du danger, voilà. Et donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller marcher et de me prendre mon courage à deux mains. Et j'ai fini par y aller, mais ça a été un peu long. J'ai mis plusieurs mois quand même avant d'oser y aller. Je comprends. Une autre anecdote aussi, c'était de par mes activités de recherche sur la transition et sur les relations entre l'homme, la nature, et la façon dont on peut construire ses moyens d'existence au quotidien avec ses ressources locales. J'ai des convictions politiques aussi sous-jacentes en lien avec la transition qui sont assez ancrées en moi. C'est normal, je peux pas les renier. Enfin, j'ai de fait des connaissances sur l'évolution du monde tel qu'on le connaît qui me poussent à accompagner un changement que j'estime être nécessaire en termes d'utilisation des ressources et en termes de gestion des territoires. Et on a autour de notre terrain d'autres habitants et puis aussi des champs avec de l'élevage et des champs sans élevage. Et une parcelle juste au-dessus de notre terrain qui est une parcelle cultivée. Et on a entendu dire on a rencontré nos voisins et puis on a entendu dire qu'ils épandaient chaque année des pesticides. Dans le village, donc, parce qu'on est dans plein bourg. On habite en plein milieu d'un petit bourg d'une quinzaine de maisons. D'accord. Mais avec, du coup, de fait, les vaches et les champs juste autour de notre maison, puisqu'on est tous en bordure de champs. Et donc, on a eu cette angoisse toute citadine de se retrouver confronté aux pesticides en direct, alors qu'en ville, on est confronté au risque des pesticides de manière indirecte en mangeant potentiellement des fruits et des légumes qui n'ont pas été exempts de traitement. Et là, on s'est retrouvé un peu en révolte intérieure et en déception aussi. On se dit, flûte, on vient de déménager, on vient là pour trouver le grand air et la nature. Et tout ça pour se retrouver au pied d'un champ qui va venir nous polluer. Donc, on était un petit peu confrontés à la réalité du monde rural agricole qui, lui aussi, est en transition, mais une transition lente, et on peut le comprendre, avec des tonnes de contraintes pour ces agriculteurs qui sont des héros du quotidien, clairement, parce qu'ils expérimentent chaque jour non seulement les difficultés climatiques, mais aussi les restrictions budgétaires, la difficulté d'honorer leurs prêts, l'enjeu de la rentabilité pour pouvoir juste avoir quelque chose à mettre dans leur assiette. C'est quand même un monde difficile, et encore, on n'est pas dans une campagne les plus à plaindre, dans le sens où il y a l'élevage charolais de bovins qui est assez lucratif pour la vente des bovins, même s'ils rencontrent aussi des difficultés. Et donc on était un petit peu les naïfs urbains qui débarquent dans ce monde rural, cet Eldorado imaginaire en fait, et puis on se rend compte petit à petit aussi que c'est pas cette situation idéalisée, et que il faut arriver à le gérer avec
avec douceur, avec bienveillance, réussir à calmer ses ardeurs et ses convictions, et puis être dans l'ouverture et la compréhension. Et ça demande une certaine maîtrise, ça demande aussi du lâcher prise. Et c'est vrai que la première année, elle a été parcourue pour nous je vais pas dire de combat, mais de conflits intérieurs. Ouais, je comprends. Ouais. On s'est retrouvés un petit peu sur certaines situations comme celle que je viens de vous décrire, dans un climat où on avait envie de défendre quelque chose, or on n'était pas légitime de le faire. Il y a un problème de légitimité. La connaissance ne donne aucune légitimité. C'est l'origine et l'ancrage, l'héritage du sang et de la terre qui donne la légitimité, pas du tout la connaissance. Et on peut pas débarquer du haut de son doctorat, de son job ou de son expérience, petite expérience, mais de cette petite expérience de connaître le monde en disant j'ai des idées, je peux arriver à accompagner un changement. Non, c'est faux. Ouais. On n'a aucune légitimité. On a juste le droit d'observer, de prendre note et d'être soi-même en harmonie avec ses convictions et ses aspirations. On ne peut rien demander à qui que ce soit autour. C'est pour ça que l'apprivoisement, il se fait dans ce sens aussi, dans le sens de calmer la bête des aspirations profondes en leur disant du calme, ça va venir, du calme, ça va bien se passer, on va prendre le temps. Et les choses évolueront, mais à un rythme qui n'est pas celui de l'urgence à laquelle on se confronte, nous. Est-ce que le fait de vivre ou de revivre dans le monde rural a changé quoi que ce soit dans la façon dont vous enseignez? Alors oui, j'ai l'impression que ma pratique change. Ma pratique change, encore en lien avec ce mot-clé qui pour moi guide beaucoup mon travail actuellement, c'est le mot temps. Mon rapport au temps change. Mon rapport au temps avec mes étudiants change. Je suis plus en speed avec eux. Je m'aperçois que là, cette année, j'ai encadré une douzaine de mémoires. J'ai l'impression d'aller bien plus au fond des choses. Je leur consacre un temps. Je suis à disposition totale, c'est-à-dire que je leur demande de me solliciter quand ils en ont besoin et je réponds à leurs envies, leurs besoins et je leur donne du temps. Et je vais beaucoup plus au fond des choses aussi. J'ai l'impression j'ai toujours eu ce côté maternel et très accompagnant pour mes étudiants. On m'a toujours surnommée la mama, quoi. parce que j'ai tendance à être. Je suis pas que leur enseignant. J'ai l'impression de les coacher un peu. J'ai toujours eu un peu ce côté coach, mais pas à ce point. On va dire que là, depuis que j'ai déménagé, j'ai l'impression de prendre plus le temps, de leur donner plus de pistes personnelles pour qu'ils puissent grandir à travers leur expérience de stage et qu'ils puissent prendre aussi les décisions qui s'imposent en tant que futurs acteurs des territoires. Paradoxalement, et malgré ce qu'en pensent les gens qui restent à la ville, parce que j'ai aussi, et ça a été, j'ai l'impression que c'est une des difficultés que j'ai pu avoir depuis mon départ aussi, c'est de me confronter au regard de mes collègues. Certains, j'ai eu le sens. Après, encore une fois, tout est une question de ressenti. Je n'affirme pas ça comme une vérité parce que j'ai pas eu de discussion carrée là-dessus avec eux, mais j'ai eu le sentiment d'être un peu à l'écart quand même. Une mise à l'écart géographique qui s'est traduite de fait par, je pense que c'est inconscient, hein. Je pense que c'est quelque chose de plus inconscient, mais je fais plus partie de la troupe locale, quoi. Voilà. Et ça se manifeste pas comment, trop par exemple? Je suis moins sollicitée, ou alors on part du principe que je suis au courant alors que je le suis pas, vu que je suis moins sur place de fait, donc je participe moins aux discussions de couloir, aux repas partagés. Là où s'échange plein d'informations, c'est ça? Exactement. Donc j'ai eu la sensation d'être un peu pas ostracisée, mais un peu mise à l'écart de fait et pas forcément de manière voulue, et puis de manière peut-être toujours inconsciente mais plus voulue, aussi un peu jugée, quoi. Un peu elle est partie de toute façon, ça y est, c'est un prof. Voilà, on me qualifie des fois de prof TGV et ça m'énerve parce que
c'est vrai que je prends le train pour venir, mais je suis tout le temps à 100% dans mon job. Alors oui, j'ai vue sur la nature et dans mon bureau, je suis détendue en tongs et je peux aller dans mon jardin toutes les 5 minutes si j'ai envie, mais je suis concentrée sur mon travail. Je me suis jamais aussi bien occupée de mes étudiants. Je continue à faire mes recherches avec beaucoup d'enthousiasme et de sérieux. On peut pas me reprocher d'avoir quitté le navire. Enfin, je suis toujours à 8%. Et c'est vrai que je ressens un petit peu ça. Et sur place, est-ce que vous avez tissé des liens ? Est-ce que peut-être que c'était pas forcément ce que vous cherchiez non plus, mais est-ce que vous êtes fait un cercle social depuis ces derniers 18 mois ? Alors, c'est marrant que vous me parliez de cercle, parce que, en fait, depuis que je suis arrivée, j'ai dessiné la construction de mon petit réseau. Au fil des semaines et des mois, j'ai construit des sphères, des cercles, en fait. C'est vraiment des cercles. Alors, au départ, j'étais partie sur l'idée de cercles de proximité géographique, et puis, en fait, ce sont des cercles qui sont aussi en lien avec des activités. C'est-à-dire que, voilà, il y a le cercle de voisinage, qui est un cercle quotidien. Donc oui, là, j'ai tissé des liens avec mes voisins proches. Nous avons fait le choix de ne pas aller trouver une maison perdue au milieu des champs. De fait, nous avons des voisins très proches que nous croisons quotidiennement, avec qui nous nous entraidons. Et là, nous avons trouvé des personnes fabuleuses, hyper gentilles, hyper contentes de nous accueillir, avec qui on échange vraiment de manière vraie et sympathique quotidiennement. Je pense que je peux compter sur eux autant qu'ils peuvent compter sur nous. C'est précieux. Après, au-delà de ce premier cercle-là, j'ai construit un cercle, on va dire, d'affinité personnelle ou en lien avec des convictions par rapport à la transition notamment. Des personnes qui sont soit venues s'installer ici, soit qui sont là depuis longtemps, mais dans un mode de vie qui nous convient parce que ça correspond aussi à ce qu'on essaye de développer. Par exemple, nous, on essaye de petit à petit et en toute humilité de construire un jardin nourricier pour pouvoir partiellement compter sur une certaine autonomie en termes d'eau, de fruits et de légumes. On est très très loin du compte, on le fait tout doucement. Mais avec ces envies-là, forcément, on a rencontré l'univers a mis sur notre chemin des personnes qui nous ressemblent un petit peu de ce point de vue-là. Donc, on a construit ce cercle-là d'affinité qui s'enrichit quotidiennement aussi, qui s'agrandit. On a le cercle de certains parents de copines de notre fille, donc forcément avec qui on s'entend bien. Donc, on a créé des amitiés très, très fortes et très quotidiennes. On se voit tout le temps, on s'invite, on va se promener, on se fait un petit barbecue. C'est très sympa. On s'entraide aussi, on se donne des conseils, on s'échange des graines. Voilà, c'est très sympa. On fait des confitures. Donc ça, c'est très appréciable. Mon conjoint a monté une épicerie ambulante itinérante sur le territoire. Et là aussi, ce cercle-là, ainsi que nos voisins, pour l'instant, c'est la mise en place, c'est le tout début. Donc, des fois, le stock est pas tout à fait en adéquation avec ce qui est vendu. Il y a des restes. Ils jouent le jeu et on fait des espèces de petits marchés locaux où ils viennent acheter les produits non vendus et on s'est un petit peu implicite. Il y a un petit deal entre nous. Voilà, ils peuvent venir chercher des produits en fin de semaine où ils savent que voilà, ils vont nous rendre service parce qu'ils vont venir acheter les invendus et puis nous, ça nous va bien. Il y a une petite ristourne à la clé et voilà. Et puis, au niveau professionnel, il y a aussi des cercles qui se créent. Moi, en parallèle de mon travail, je me forme sur des soins en soins ayurvédiques. Donc, je suis une thérapeute en devenir. Je suis pour le moment un tout bébé thérapeute. Mais du coup, de fait, je m'intéresse aussi aux autres thérapeutes du territoire. Je m'intéresse à des personnes qui ont des connaissances qui m'enrichissent aussi. Je rencontre aussi des personnes qui s'y connaissent en plantes sauvages, en phytothérapie, ou alors j'ai une liste de personnes que je veux absolument rencontrer. Donc je sais que mon cercle est en train encore de s'élargir à ce niveau-là. D'accord. Voilà, donc on va dire que c'est plusieurs cercles, plusieurs spatialités qui se mettent en place petit à petit. Et puis ce qui est très intéressant aussi dans ce petit microcosme du Brionnais où j'habite, donc c'est que il y a une interconnaissance très forte. Le monde est tout petit dans le Brionnais.
J'aimerais qu'on revienne sur la transition avec un grand T. Vous faisiez le parallèle, en gros, je réexprime avec mes mots, entre le temps de la transition et que donc, même s'il y a urgence, on peut pas forcément amener tout le monde à changer parce que parce que ça demande un autre temps. Et ma question, c'est, sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? L'urgence, elle est toujours là. Alors, je pense que la crise du Covid nous a aussi enseigné une autre chose, c'est que on a très peu de prise sur des décisions importantes qui devraient être prises et mises en application très rapidement. Là-dessus, on n'a pas de prise là-dessus. En tant qu'individu, vous voulez dire? En tant qu'individu. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on a très peu de prise sur ce qui est décidé, et c'est pas parce que des scientifiques apportent des arguments implacables sur ce qui est en train de se passer que des décisions judicieuses et cohérentes s'en suivent. Clairement, on n'est pas dans ce monde-là. On ne vit pas dans cette logique. Voilà. Donc, il y a cet état de fait. Il y a la détresse intérieure que l'on peut ressentir face à l'urgence et l'inaction. Ouais. Et cette éco-dépression, c'est très répandu de plus en plus chez tous les acteurs les artisans de la transition sont traversés par des vagues de désespoir quand on voit les efforts faits localement, mais que ça ne s'ensuit pas par un changement profond des modes de vie qui est pourtant nécessaire à mon sens. Et face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez posé une question essentielle. Comment on peut survivre, comment on peut surtout vivre avec ce sentiment d'impuissance et ce sentiment que l'urgence ne mène pas à l'action nécessaire. Ça aussi, je pense que c'est une clé que beaucoup de gens se posent. Enfin, c'est une question que les gens se posent, c'est est-ce que si je bouge et que moi je suis en harmonie avec mes convictions, est-ce que ça va suffire? Ouais. Je pense que c'est évident que ça ne suffit pas, mais je pense que c'est une solution pour vivre avec. Moi, je trouve que je suis passée, ça c'est d'un de mes changements aussi. J'étais du genre à aller dans les manifs pour le climat à Lyon, à faire mes pancartes, à être dans la mobilisation citoyenne. Je vais pas dire quotidienne parce que ce serait un affront pour ces militants qui passent tant de temps et tant d'énergie de leur vie là-dedans. J'étais beaucoup moins investie qu'eux et je les admire beaucoup sur comment ils arrivent à tenir la durée. Mais voilà, à mon niveau, j'ai participé à ça. J'avais une pratique militante sur certains aspects de ma vie quotidienne à Lyon. Voilà, pas que sur les éco-gestes et sur ce qu'on peut faire à la marge, mais aussi sur essayer de faire bouger le mammouth, transformer la société. D'accord. Le fait d'être partie, c'était aussi pour moi un autre choix, un changement de paradigme. Peut-être que le plaidoyer n'est pas mon chemin de vie à moi. Peut-être que je ne fais pas partie de ce pool de champions qui peut mener la société au changement par le plaidoyer, les revendications et le combat. Mais peut-être que je peux être une artisane du changement à mon niveau, et tout en douceur et tout en silence par mes actions quotidiennes, parce que je peux faire pour accompagner localement. Et donc c'est un peu ce que j'ai aussi voulu faire en bougeant à la campagne. C'est pas seulement pour une histoire de bien-être personnel, mais c'était aussi un changement de paradigme de mon positionnement en tant que contributrice de cette transition à laquelle j'aspire au plus profond de moi-même et qui me rend parfois dépressive quand je vois ce qui se passe autour de moi. Ouais. Vous avez fait le choix de l'incarner, en fait, cette transition. Oui, le choix de l'incarner, mais alors attention, en toute humilité, parce que... J'entends bien. Encore une fois, c'est pas parce que je fais un peu de culture dans mon jardin et que j'ai une chaudière bois et que je trie mes déchets, que je fais du compost, que je me sens super citoyenne, loin de là. Je suis au tout début de mon chemin et je sais que avec ma famille, on a beaucoup d'envie et d'aspiration à ça, mais je sais que ça va prendre du temps parce que le changement est lent. Le changement passe par des phases de découverte, de prise de conscience, de deuil aussi, le deuil de renoncer à certaines choses, et puis aussi de transformation idéologique. Faire en sorte de comprendre que, et ça faut le comprendre au plus profond de chaque cellule de son corps et de son esprit,
comprendre que en renonçant, finalement, on choisit. Et on choisit la vie, on choisit le vivant, on choisit le mieux-être. Et ça, c'est le problème de notre société actuelle, c'est qu'elle est encore aveuglée par l'avoir, le posséder et le faire. Donc, aveuglée par tout ce qu'elle pourrait perdre matériellement en renonçant, sans penser à tout ce qu'elle va gagner en être. Il faut arriver à switcher du paradigme de l'avoir et du faire au paradigme de l'être. Et ça, c'est très lent. Ça demande beaucoup de travail. Et je vois même pour des personnes convaincues comme je pense l'être, même pour moi, c'est difficile sur certains aspects. On est accroché, on est quelque part des esclaves de ce modèle consumériste. On est sous addiction. Il faut se guérir de ça. Et c'est vrai que le milieu rural est un écrin de soins pour ça, un écrin de guérison. Parce qu'on se reconnecte au vivant et que c'est à ce prix-là qu'on peut réussir à transcender cette addiction. Parce qu'on voit chaque jour devant soi la beauté émouvante de cette vie qui grouille autour de nous et que ça vaut tellement plus que de posséder le dernier iPhone, l'écran plat, ou de voyager au Chili ou dans des contrées lointaines, voilà, juste de prendre racine. Et je pense que et c'est l'une de mes hypothèses de recherche actuellement dans ce que je fais comme recherche, de tester comment l'ancrage et l'intérieur, le monde de l'intérieur, la géographie de l'intérieur de l'être est une piste vers la résilience et vers la transition plus globalement à l'échelle des territoires. Partir de l'humain, partir du cœur, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs de ce podcast, aux citadins qui se posent la question de quitter la ville, quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs, avec ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris depuis 1 an et demi, qu'est-ce que vous aimeriez leur donner des conseils, leur proposer des mises en garde ou des encouragements? La première chose, c'est que je les encourage surtout à écouter leur voix intérieure. S'ils sentent qu'il y a quelque chose qui les appelle et que c'est leur chemin à eux, faut qu'ils y aillent. Par contre, s'ils y vont avec la peur au ventre ou des craintes, faut être prêt à lâcher, quoi. Faut être. Ouais. Et ça, on n'est pas forcément prêt et c'est pas grave, en fait. Il y a pas il faut rien, en fait. Je pense que quand on ressent au plus profond de soi que c'est le moment et que on n'a pas peur, on y va et ça peut mener qu'à des bonnes choses. Et puis, il faut être prêt simplement être prêt à ce que ce soit long, sinueux comme cheminement, et que ça apporte, quoi qu'il arrive, ça apporte des prises de conscience, ça apporte une façon de grandir. Si c'est ce qui est le bon chemin pour cette personne-là, ça n'apportera que des bonnes choses. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais qui tergiversent. Cette façon de tergiverser, c'est un signe que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Parce que quand les choses sont claires et que c'est ce qu'il faut faire, on le sait, on le ressent quelque part. Et on n'a pas l'impression de perdre quoi que ce soit. Merci beaucoup, c'était extrêmement précieux. Je suis ravie de cette conversation. Merci Pauline pour ce partage. Avec plaisir Amélie, c'était une façon de faire le point, un petit bilan de cette première phase d'installation et de voir aussi que il y a un bout de chemin qui a été fait. On a l'impression que les choses avancent pas vite, mais en fait, si, ça se met en place et c'est fou en 2 ans l'évolution, les choses qui ont bougé. Voilà, les lignes bougent en fait, les lignes bougent. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.
Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.